Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de QG. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'historien Shlomo Sand, grande figure intellectuelle israélienne, professeur émérite à l'Université de Tel Aviv. Bienvenue à vous, Shlomo Sand. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux essais qui ont marqué le débat sur l'identité juive et le conflit israélo-palestinien, parmi lesquels Comment le peuple juif fut inventé, paru en 2008 en France, où il a suscité un débat particulièrement houleux, mais encore très récemment de Deux peuples pour un État, point d'interrogation, relire l'histoire du sionisme, paru au Seuil. Merci infiniment de nous accorder cet entretien depuis Israël en ces temps tourmentés. Et tout d'abord, je vous pose très simplement la question, à quoi ressemble la vie à Tel Aviv en ce moment? Un peu bizarre, même quelque façon surréaliste, parce qu'il y a quelques kilomètres en sud d'ici que les gens étaient tués en masse, des enfants, des femmes. Il y a des gens qui ont faim. Et moi, je vis à Tel Aviv, relativement bien, c'est-à-dire, et il n'y a pas de bombes ici. Et, mais je me sens très, très isolé, très isolé. Je ne crois pas que je me senti ça jamais en Tel Aviv dans toute ma vie. Même que j'ai passé des moments durs. J'ai participé personnellement à deux guerres, à 67 et 73, comme soldat. Maintenant, heureusement, je suis trop vieux pour être soldat, mais je suis à Tel Aviv, je me sens que quelque chose est terminé peut-être ici, et sur beaucoup de niveaux. Le 7 octobre était une date qui a changé en profondeur beaucoup de choses, beaucoup de sentiments, pas beaucoup des idées politiques, parce que pour le moment, c'est l'union sacrée. Et 1914 à Paris, ouais. On ne peut pas se prononcer vraiment contre la guerre, on ne peut pas se prononcer vraiment contre l'idée d'État juif exclusif qui peut durer en Proche-Orient. Donc, mais cet libéralisme profond en Israël, même s'il est diminué, il reste encore, c'est la raison que je ne suis pas en prison, je suis chez moi, mais ce n'est pas simple à l'université, ce n'est pas simple avec les voisins, et pas du tout simple, parce que comme je dis, l'union sacrée, Israël se représente comme les victimes suprêmes de l'histoire, surtout maintenant, et quand quelqu'un vient et dit, mais on n'est pas seulement victime, on a du bourreau, on continue à être le bourreau, c'est la fin du monde. C'est inacceptable. Voilà. Alors, on sait qu'avant le 7 octobre, Benjamin Netanyahou faisait face à de vives protestations au sein de la société civile. Et certains soirs, sur les réseaux sociaux, on voit encore des manifestations à Tel Aviv notamment, mais c'est très difficile à distance d'évaluer quelle est la puissance de celle-ci. Alors, la contestation à l'égard de Netanyahou et de ce qui est en train de se passer à Gaza, est-ce qu'elle existe et, véritablement en Israël et notamment à Tel Aviv, et est-ce qu'elle a le droit de se manifester? Les L'opposition à Bibi Netanyahu continuait à être assez fort, mais pas une opposition à la politique générale d'Israël face aux Palestiniens. Ça veut dire, plus en plus de gens ne supportent pas ce personnage qui, qui est à la fois très, très intelligent et, et très bête, à la fois. Ça existe chez les politiciens. Et de toute façon, l'opposition qui a existé avant le 7 octobre était surtout sur la base des diminutions, d'efforts de diminuer les profondeurs libérales d'État d'Israël. Je ne dis pas démocratique comme en France, vous utilisez tout le temps démocratique, pas démocratique et tout ça.
Et moi, je n'autorise pas. Je crois que l'État d'Israël n'est pas du tout un État démocratique, dans le vrai sens des termes démocratiques, parce que je crois que toutes les démocraties dans le monde, même les démocraties autoritaires ou totalitaires, sont des étapes de leurs tous citoyens. C'est-à-dire, un musulman français qui a la citoyenneté française, la France l'appartient, en principe. En principe, après la loi. Et par contre, chez nous, non, cet État appartient aux Juifs du monde. C'est-à-dire, si vous voulez, et cet État, après les lois, après l'esprit profond, après les déclarations de cet État en 1948, cet État appartient à Ben Levi beaucoup plus que mes collègues arabes à l'université. Pourquoi? Ce n'est pas l'État israélien des citoyens, c'est l'État des Juifs du monde. Et d'ailleurs, les hymnes nationaux, c'est ridicule que mon collègue à l'université qui est d'origine arabe, citoyen israélien, ne peut pas vraiment chanter ça avec son cœur, parce que les hymnes nationaux parlent sur les juifs, pas des israéliens. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un État démocratique, même pas prétentieux. Ce n'est pas un État prétentieux. Par contre, il y a quand même comment dire, certaines traditions libérales pluralistes qui fait que je pourrais être un professeur d'histoire à l'Université de Lviv tellement des années, 34 ans. Donc, on a accepté des rivalités, on a accepté plus ou moins des discussions. Dernièrement, ce n'est pas possible de se prononcer vraiment ouvertement à l'université contre le sionisme. Mm. Il y avait des expressions, on a coupé immédiatement. C'est-à-dire, critique du sionisme n'est pas possible aujourd'hui, dans l'ambiance aujourd'hui. Et donc, il faut faire très attention en critiquant la politique israélienne. Les manifs contre Bibi, avant le 7 octobre, étaient sur les bases libérales, c'est-à-dire ils voulaient diminuer, comment dire, le corps juridique a dû être diminué face au corps politique. D'accord? Donc, il y avait une résistance de cercles, surtout libéraux, contre cette diminution des libéralismes profonds, des pluralités et surtout des corps juridiques. Ils voulaient diminuer le corps juridique comme c'est fait en pays de l'Est aujourd'hui, de l'Est de l'Europe. Oui. Donc il y avait une résistance et soudain, le 7 octobre a éclaté. Ça a arrêté toutes les contestations contre son régime. Mais les derniers mois, il y a ici et là de nouvelles contestations contre son politique parce qu'on amène une politique, on amène une guerre sans but précis. C'est-à-dire, on a un sentiment que c'est une guerre de revanche, mais qu'elle n'est pas de but politique précis. Personne ne sait pas qu'est-ce que va, qu'est-ce que va devenir le rapport israélo-palestinien si on détruit complètement le Hamas. Donc, c'est une guerre de revanche sans vraiment de processus politique. Et dernière semaine, on commence à sentir ça, surtout avec les contradictions profondes entre la volonté de libérer les kidnappés de 7 octobre. Donc, il y a une position entre cette volonté populaire très forte Mm. de libérer les kidnappés à n'importe quel prix, mais Bibi ne veut pas, hein, c'est-à-dire il ne se presse pas pour les libérer. Et on sent ça de plus en plus chaque jour, qu'Israël ne veut pas payer tous les prix pour la libération des kidnappés. Donc il y a une partie de la population qui commence à contester plus en plus contre la politique de Bibi Netanyahu. Alors, les chiffres officiels hein, de l'intervention militaire israélienne à Gaza hein, font état de plus de 34 000 morts, hein. Je ne parle pas seulement des chiffres fournis par le Hamas, hein, puisque même Biden, le président américain, avait confirmé le chiffre de plus de 30 000 morts. Parmi ces gens-là, il y a un nombre important d'enfants
mais aussi un nombre totalement disproportionné par rapport à d'autres conflits antérieurs de journalistes, d'humanitaires. Donc on est vraiment face à une situation inédite. Est-ce que l'opinion israélienne mesure la gravité de ce qui se passe là-bas pour les Gazaouis, évidemment, mais aussi pour eux-mêmes, pour les Israéliens, pour l'avenir d'Israël? Est-ce que le soutien à cette intervention dont vous disiez à l'instant qu'on ne voit pas bien le but désormais, hein, au début c'était éradiquer le Hamas, maintenant on ne sait pas trop de quoi il s'agit, est-ce que ce soutien-là, il demeure massif? Ça, c'est une des choses qui, qui mène moi dans une position très pessimiste. Les non-sensibilités de la public israélien face aux morts des autres. Vous savez, parfois, le fait que vous êtes des descendants de victimes ne fait pas que vous serez plus sensible des autres victimes, mais le contraire. Donc, le 7 octobre tombe et immédiatement, comme votre Macron, on le compare au Shoah et on le compare à un acte antisémite. Macron a déclaré que c'est l'acte antisémite le plus grave à partir de Shoah. Le 7 octobre était un massacre atroce, mais ce n'était pas un acte antisémite du tout. C'était un acte anti-israélien. Bien sûr, je l'appelle massacre parce qu'il y avait des... On ne peut pas exclure, petite parenthèse, Shlomo San, on ne peut pas exclure que parmi les participants à ce massacre du Hamas, il y a aussi des motivations antisémites. Non, j'exclus. Par Pourquoi? exemple, c'est très bien que vous avez dit ça parce qu'aujourd'hui, avec les grandes manifs aux États-Unis et même en Europe, je suis sûr qu'il y a une minorité importante dans ces manifs antisémites. Mm. Et pourquoi je dis que je ne crois pas que c'était le 7 octobre? Je vais expliquer, mais je commence à écrire quelque chose à propos de ça. Vous savez que dans le massacre, hein, il y avait aussi des ouvrières étrangères qui étaient massacrées, thaïlandais, philippins et même des arabes bédouins qui ont travaillé dans cette part autour de Gaza, face à Gaza et autour de Gaza. Il y avait des noms. Et d'ailleurs, entre des kidnappés aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne sont pas juifs. Ça, c'est une chose. J'ai l'habitude Donc de... pour vous, Shlomo Sand, le 7 octobre, c'était pas un pogrom géant, c'est Pas autre du tout. chose. Si vous voulez, quand je dis que c'est un massacre, et je compare cette massacre, hein, si vous voulez, au point de vue de son importance, son présence, tout ça, à Sabra et Shatila. Vous savez, à 82, les phalanges chrétiens, pas musulmans, entraient dans les camps palestiniens. Ils ont tué autour de 2500 civils. D'ailleurs, les soldats palestiniens, à cette époque, ont parti déjà vers la Tunisie. Donc, les phalanges chrétiens ont fait un massacre terrible. L'armée israélienne, à la tête Arik Sharon, a laissé entrer les phalanges dans cette tuerie, de cette massacre. Et bien sûr que ce n'était pas un massacre antisémite, même que les Palestiniens, entre guillemets, sont aussi sémites. Mais de toute façon, Arik Sharon est aussi responsable des choses de 7 octobre, parce que c'est lui qui a commencé à arracher les colonies israéliennes de Gaza et renforcer le Hamas. C'est lui qui a mis les bases pour renforcer le Hamas, qui sera opposant à la Fatah et la PLO. Donc, c'est la même personne, indirectement, qui a dirigé, à mon avis, Sabra et Shatila et dirigé et a contribué à la massacre du 7 octobre. Ce n'est pas antisémite, c'est anti-israélien, cet acte. Et je suis israélien, je me définis comme israélien d'origine juive. D'accord?
Et pourquoi j'insiste sur ce problème qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme? Parce qu'immédiatement, même en France, ah, c'est l'islam derrière cette haine. L'islam est derrière cette haine. Vous savez, si je suis vraiment fâché, c'est contre ces gens-là qui définissent Europe comme une civilisation judo-chrétienne et parlent que l'islam est antisémite. C'est l'ignorance dégoûtante, l'antisémitisme profond dans le 19e siècle qui surgit en Europe, c'est sur la base du christianisme. Il faut comprendre, sans le christianisme, pas la haine anti-juif en Europe dans le 19e siècle. Pas que la haine est chrétienne, mais les bases historiques de cet antisémitisme raciste contre les juifs en Europe est basée sur une longue tradition. J'aimerais qu'on revienne à quelque chose de très important que vous avez énoncé, c'est que vous dites que le fait d'avoir été victime, le fait d'avoir subi un des plus grands génocides de l'histoire, une tentative d'éradication totale pendant la Seconde Guerre mondiale, n'immunise pas contre la cruauté, contre l'insensibilité à la souffrance des autres peuples, loin de là. Alors, est-ce que vous pourriez développer ce point? Je voulais dire à propos de l'islam, pour terminer une chose, non, non, c'est les bases de cette haine des Gazois, on dit Gazois en français, des gens qui habitent à Gaza, les haines de Gazaoui, ces Gazois, Gazaoui. cette haine de Hamas, les bases de cette haine est l'histoire de colonisation sioniste en Palestine. Vous savez, beaucoup autour de moi, après le 7 octobre, ils ont dit, mais pourquoi ils ont sauté sur nous comme ça? On a fait sortir les colonies. Les enfants palestiniens à Gaza n'ont pas vu les soldats israéliens comme à la Cisjordanie, chaque jour, tirer, tuer, etc. C'est vrai que les Gaza étaient cerclés comme une prison, mais il n'y avait pas cet accrochage quotidien comme il y a dans le Cisjordanie Jordanie aujourd'hui. Pourquoi ils ont sauté avec cette haine terrible? De où vient cette haine? Et vraiment, le 7 octobre était une expression de quelque chose d'incroyable. Vous savez que maintenant, hier, j'ai écrit un texte aussi sur ça. 1956, les Gazois, 1956, les Gazois ont attrapé un soldat israélien, Roy Rothberg, qui était dans le kibbutz Nahal Oz, qui était aussi envahi le 7 octobre dernier, et ils l'ont assassiné de façon vraiment cruelle. On a arraché ses yeux, on a torturé son corps, on a jeté ça face aux Israéliens qui habitent à cette kibbutz malheureux. Moshe Dayan, à cette époque chef d'état-major, est venu à son enterrement de cet soldat. Et vous voulez que je lis en français les choses qu'il a dit? Comme ça, Dayan a dit. N'accusons pas aujourd'hui le tueur de Roy Rothberg. Pourquoi devrions-nous nous plaindre de leur haine brûlante envers nous? Voici 8 ans, c'est 1956, oui. Voici 8 ans maintenant que depuis les camps de réfugiés de Gaza, ils nous voient construire notre patrie de la terre et des villages où ils ont vivé, où leurs ancêtres vivaient. C'était clair? Bon, je lis très mal. Il a dit, n'accuse pas les Gazois. C'est parce que nous avons pris leurs terres, leurs maisons. Dayan a dit ça à 56. La haine, la haine profonde, profond et laid des Palestiniens envers l'Israélien a un rapport direct avec notre colonisation. D'ailleurs, Dayan a continué à dire nous devons continuer à être des colons, on n'a pas de choix, etc.
Donc, je voulais dire une chose à propos de ça, si vous me permettez. La raison de cette attaque était le fait. Il y a un contexte général, il y a un contexte particulier. Les Saoudiens ont préparé avec les Américains certaines paix avec Israël. D'accord? Sans les Palestiniens. Mm. Il faut comprendre cet éclatement, cette attaque sévère de Hamas vient des faits. On nous a oubliés dans l'histoire. On nous avons jetés de l'histoire. Si vous regardez, tous les leaders de Hamas sont des enfants de réfugiés qui étaient chassés à 48. Et à ce moment-là, j'ai compris en profondeur que le conflit entre Israéliens et Palestiniens, ce n'est pas 67 de tout. Mm. Ce n'est pas l'occupation de 67. C'est notre colonisation à partir de la fin du 19e siècle. J'ai vécu les 11 ans, peut-être 15 ans de ma vie à Jaffa. En arrivant ici avec mes parents comme bébé, j'ai habité dans des maisons arabes, que les Arabes ont parti vers Gaza. Et j'insiste et je répète partout, c'est la raison que je ne suis pas très populaire en Israël. Comment des gens qui prétendent qu'ils étaient arrachés de leur terre il y a 2000 ans Mm. ne peuvent pas comprendre les gens qui étaient arrachés de leur terre, de leur maison, il y a 75 ans. Mm. Et ils étaient arrachés à 48, complètement. Donc, si vous voulez, une appelle l'autre. Cheikh Yassine, Sinoir, Ismail Haniyeh, tous les leaders. D'ailleurs, vous pouvez ouvrir les Wikipédia. Bon, il y a une inexactitude, mais vous allez voir, c'est frappant. Tous sont des enfants des réfugiés. Des réfugiés qui étaient chassés du sud des pays, c'est-à-dire de toutes les places qui entourent Gaza jusqu'à Ashkelon. Aujourd'hui, la ville Ashkelon et Ashdod, la plupart des militants les plus importants de Hamas sont des enfants de réfugiés. Je crois que Dayan a eu raison en disant de là la haine. On a pris une terre des autres. Ce n'est pas l'antisémitisme européen. Je suis sûr qu'il y a des antisémites entre les musulmans, même en Europe aujourd'hui. Je m'inquiète de certains antisémitismes dans les protestations contre la guerre de Gaza, que je supporte avec tout mon cœur, mais je suis inquiète ici et là des expressions anti-juives. Mais vous savez, pas tout le monde est intelligent. Il y a des bêtes partout. Et même ceux qui protestent contre la guerre atroce d'Israël en Gaza aujourd'hui, qui est beaucoup plus cruelle que tous les actes de Hamas. Beaucoup plus cruel dans le sens que celui qui est plus fort, Mm. qui a la capacité de tuer plus, doit être plus responsable. Et on voit qu'est-ce qu'on a fait les derniers 5 mois à Gaza. C'est inadmissible pour moi. Inadmissible. Et je regarde, parce qu'on ne voit pas, presque pas à la télévision israélienne, je regarde Al Jazeera. Il y a des photos là-bas. Oui, c'est vrai que même avant le 7 octobre, les Gazois ont vécu de façon pas sympa. Même l'eau pure, ils n'ont pas eu. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de supporter, voir dans Al Jazeera toute cette, euh, toute cette photo de la population à Gaza. Et, et ça m'a fait être plus pessimiste en profondeur sur le destin de mes petits-enfants ici à Tel Aviv. J'ai un petit enfant qui va aller à l'armée l'année prochaine. Il a 17 ans. Donc, revenir à la question que vous m'avez posée au début, je suis très, très pessimiste à cause des bêtises humaines, mais
beaucoup plus à cause du racisme profond des Israéliens juifs en Israël. Alors, Le Shoah alors, était... oui, Bon, pardon. pardon. Non, non, le Shoah, vous savez que l'antisémitisme européen qui nous a jetés sur l'épaule des Arabes ici, ils ont aussi modelé beaucoup de sentiments nationaux israéliens, sionistes. Vous comprenez? Ils ont modelé cette vision, si vous voulez, que nous sommes un peuple race. C'est Du ça. million, on errait dans le monde, tout cet mythe nourrit un concept fermé, fermé. Vous savez, par exemple, je me demande si Finkielkraut sait ça, qu'en Israël, un juif, celui qui est nommé juif, ne peut pas marier un non-juif. Est-ce que vous saviez ça? Moi, je savais. Ok, non, c'est quelle loi. Et Et lui, pourquoi on lui posera la question. c'est les laïcs qui ont formulé cette loi qui est religieuse. Mais c'est les laïcs à 48 qui ont décidé, qui n'ont pas de critères pour définir qui est juif et non. Donc ils ont décidé qu'un juif, c'est celui qui sa mère est juive. Ok, il s'est converti après les lois bibliques, etc. Mais c'est fait que j'ai des amis, j'ai des assistantes, j'avais des assistantes qui sont venues de Russie, que par hasard, le père était juif et la mère n'était pas juive. Jusqu'à maintenant, c'est écrit dans les cas, c'est écrit dans les ministères de l'Intérieur qui ne sont pas juifs. Il y a demi-millions, pas arabes, qui sont inscrits. Donc, si vous voulez, en profondeur, l'antisémitisme a donné une dimension vraiment essentialiste dans la conscience nationale israélienne. Et c'est catastrophique pour notre séjour ici, au Proche-Orient. Voilà. Ça, Excusez-moi que je te donne. non, non, mais c'est quelque chose que vous abordez en profondeur dans l'un de vos livres qui s'appelle Comment j'ai cessé d'être juif, que vous avez publié en 2013 dans la collection Café Voltaire chez Flammarion. Et vous montriez à quel point la conception des Juifs comme peuple race, je vous cite, aux qualités exceptionnelles et mystérieuses, continuait d'une part à alimenter l'antisémitisme dans toute une partie du monde, mais aussi, et c'est sans doute le point le plus intéressant, empoisonner la conscience des Israéliens eux-mêmes euh, chez qui, et je cite, hein, j'ai relu votre livre à l'occasion de cet entretien, chez qui on observe, disiez-vous, de la victimisation, du narcissisme, de la présomption et finalement de l'ignorance crasse sur ce qu'est véritablement le judaïsme. Est-ce que, alors ce livre-là, il a 10 ans hein, déjà, est-ce que le On pouvoir... va les republier maintenant. Oui, On m'a demandé d'écrire une préface nouveau oui. pour ce petit livre qui est épuisé. On a demandé et aujourd'hui, j'ai commencé à écrire justement plus ou moins des choses que j'ai prononcées ici. Et est-ce que je suis redevenu juif à cause de 7 octobre? Je peux vous répondre. À cause de cet essentialisme, non, je ne suis pas revenu juif et je suis toujours un Israélien d'origine juive. Mes origines pour ma personnalité et mes idées sont très importantes. Mais en quoi je suis juif? Si mon grand-père, qui est liquidé dans la Deuxième Guerre mondiale, aurait vu comment Shlomo Sand est habillé, qu'est-ce qu'il pense? Il aurait rigolé si quelqu'un aurait dit que je suis juif. Pour lui, non, c'est pas possible. Pour mes grands-parents qui ont disparu dans la Deuxième Guerre mondiale, je ne pourrais pas être vraiment considéré comme juif. Et je ne suis pas juif. Je suis israélien, hélas, peut-être, qui est d'origine juive. Et pourquoi j'insiste le fait que je suis d'origine juive? J'insiste à cause de malheurs, à cause de mes grands-parents qui ont disparu, et aussi à cause, pour ajouter une petite chose, c'est-à-dire dans les manifs, dans les protestations contre les politiques israéliennes aujourd'hui,
je juge ça très positivement. Si ça va contribuer pour cesser la guerre à Gaza, je soutiens les manifs. Euh, mais ici et là, je trouve des expressions antisémites. Donc, si va s'élargir, s'approfondir l'expression antisémite, peut-être je vais redéfinir juif. Oui, pour l'antisémite, je suis encore juif, mais seulement pour eux. Sauf le reste, je suis un Israélien assez malheureux. Je ne suis pas fier que je suis Israélien, surtout pas aujourd'hui. Surtout pas aujourd'hui. J'étais un soldat dans deux guerres. Parfois, j'avais honte des choses que je faisais. À 67, j'ai combattu à Jérusalem. Et je suis entre ceux qui ont aggravé la situation entre Israéliens et Palestiniens à partir de 67. Mais seulement aggravé parce que les raisons profondes de cette conflictualité terrible et les faits, comme je répète et je dis auparavant, c'est l'Européen qui nous a jetés sur l'épaule des Arabes. Ce n'est pas le contraire. Et ça, c'est important pour comprendre. Si quelqu'un ne comprend pas ça, il ne comprend pas les tragédies de 7 octobre et peut-être les autres tragédies qui vont venir ensuite. Alors, il y a une chose que j'aimerais comprendre, Shlomo Sand, c'est que dans votre livre le plus récent, paru au Seuil, Deux peuples pour un État, point d'interrogation, vous expliquez comment vous êtes passé, vous avez changé hein, de point de vue sur une résolution possible de la question israélo-palestinienne, puisque vous êtes passé de la solution à deux États, comme on dit, avec un État juif séparé d'un État arabe qui coexisterait. Vous êtes passé de ça à l'idée d'un État binational où voilà, toutes les ethnies cohabiteraient. Alors, je vous pose la question, est-ce que on ne peut pas voir dans ça un paradoxe parce que après ce qui s'est passé le 7 octobre et la tragédie en cours à Gaza, les dizaines de milliers de morts, vous m'accorderez que la haine est encore montée d'un cran, et vous êtes bien placé pour le savoir. Comment est-ce qu'on peut imaginer ces gens vivre ensemble dans le même état un jour désormais? Une bonne question. Premièrement, je voulais dire que j'écris le livre avant le 7 octobre et c'était publié en hébreu avant le 7 octobre. Maintenant, vous savez, les Anglais aussi m'ont demandé de le traduire en anglais. J'étais d'accord. Ils ont lu le livre. Ils m'ont demandé d'ajouter une postface plus optimiste. C'était avant le 7 octobre. C'est-à-dire, parce que le bottom line, la fin de mon livre sur le deux peuples dans un État, je suis assez pessimiste, pas fataliste, pessimiste. Et je dis que, d'ailleurs, les démarches dans ce livre est à la fois très modérée et très radicale. Dans quel sens? C'est la première fois que je mets en exergue les plus grands penseurs juifs et la plupart sionistes qu'on arrive, les plus importants intellectuels qui ont vécu ici, des Hadam, on connaît moins en France, c'est un peuple, un des fondateurs du sionisme spirituel, jusqu'à Ali Bet Yeshua, le grand écrivain qui est disparu il y a 2 ans, que je l'ai connu, ils ont systématiquement insisté pendant des années. Et beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux étaient sionistes. Moi, je ne suis pas sioniste. Hadam était sioniste, Ali Bet Yeshua était sioniste. Martin Buber, le plus grand philosophe juif du XXe siècle, ce n'est pas Lévinas, c'est Buber. C'est un secret, mais les Français ne vont pas aimer. Bon, de toute façon, ils sont été. Et Hannah Arendt aussi. Ouais. Ils ont dit toujours il n'y a pas un avenir pour un État juif exclusif. Sionistes ont dit ça. Donc, mon démarche était modérée. J'ai montré qu'il y a des autres sionistes qui ont toujours existé, qui ont dit un État juif exclusif sans les habitants locaux, sans les indigènes, n'a pas un avenir en Proche-Orient.
sioniste. Hannah Arendt, qui n'était pas sioniste, mais il n'était pas anti-sioniste, elle a dit à 48, avec Magnes, qui était le fondateur de l'Université hébraïque de Jérusalem, un grand personnage qui n'est pas connu malheureusement en France. Aussi, il était sioniste. Ils ont déclaré que s'il y aura un État juif et pas un État binational à 48, chaque 10 ans, il y aura une guerre. Il s'est trompé parce que c'est moins de 10 ans. Chaque guerre, c'est 8 ans, 7 ans, mais Hannah a raison, Hannah Arendt a eu raison plus que tous les sionistes de Ben Gurion jusqu'à Bibi Netanyahu. Et pourquoi ils étaient? Ils étaient pour un État binational, peu importe les formes fédératives, confédératives, parce qu'ils n'ont pas pensé que les Juifs peuvent arriver au Proche-Orient, vivre et pousser plus en plus les choses qui étaient arrivées, les indigènes. Ils ont dit que ce n'est pas possible, à cause des raisons morales et aussi pragmatiques. C'est très important de comprendre. Voilà, nous sommes 75 ans après le début de l'État d'Israël qui voulait être un État juif exclusif contre les avis de Martin Buber, Gershon Scholem et beaucoup d'autres. Ils ont dit non, non, non à l'État juif. Ils étaient la plupart des sionistes. Donc c'est un livre modéré qui ouvre une brèche, montrer un monde français, arabe, qu'il y avait des autres sionistes, toujours. Ça c'est important. Maintenant, à la fin du livre, je dis que je ne crois pas vraiment à un État binational. C'est un peu utopique pour moi, mais c'est le seul choix vraiment d'assurer la vie des Juifs au Proche-Orient ou des Israéliens, si vous voulez. C'est mieux dire des Israéliens au Proche-Orient. C'est-à-dire, c'est la meilleure façon de conserver l'identité israélienne au Proche-Orient. Mais, je dis, on va passer plus de catastrophes avant qu'on arrive à cette étape. Donc, les Anglais m'ont demandé d'ajouter quelque chose de positif et diminuer les prosonatiques, les choses que je dis qu'il y aura des catastrophes. Après le 7 octobre, ils m'ont envoyé une lettre qu'ils renoncent à la postface optimiste. D'accord? Oui, je dis qu'on ne va pas arriver. Et votre question était, est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager encore? Je dis non, parce que je suis par nature pessimiste. Et la haine est en sommet aujourd'hui, en sommet. Même ici, dans ce bâtiment que j'habite, ok, à nord de Tel Aviv. Si mes voisins m'ont écouté notre conversation, la haine de deux côtés est arrivée au sommet. Mais, comme historien, je sais que tous les conflits ethnocentriques, nationalistes, etc., ils étaient résolus. J'insiste, avec les premiers conflits très graves nationaux, c'était la Suisse jusqu'en 1848. Oh, le francophone, on haït les germanophones, et vice-versa. Il y avait des guerres, des tueries, etc., jusqu'en 1848. À partir de ce moment-là, ils sont devenus les pays les plus pacifistes en Europe. Mais vraiment, regardez dans Internet, ils étaient terribles, les Suisses, jusqu'en 1848. Maintenant, vous savez que jusqu'à Nord-Irlande, l'année 90 du 19e siècle, ils ont tué les unes et les autres de façon vraiment dégueulasse, les catholiques et les protestants. Et ils ont terminé avec un accord, sans aimer, mais il y a un accord en Nord-Irlande. Jusqu'à maintenant, on oublie qu'en Espagne, qui est aussi un pays binational et, pas, et multinational, et les Basques n'aiment pas les Castiliens, vous savez ça? Mais vous êtes jeune, mais avant que vous êtes arrivé à être une journaliste adulte,
ils s'est tué les Basques et les Castiliens de façon terrible. Les Basques ont mis beaucoup de bombes, ont tué dans le métro et à Madrid. C'était terrible, je me souviens. Ils vivent ensemble maintenant, les Basques et les Castiliens. Pas avec un grand amour, vous savez ça. Et je peux ajouter les Flamands et les Wallons, je peux ajouter aussi en Angleterre les Écossais et les Anglais. Et je peux continuer à compter. La plupart d'ailleurs des pays sont composés de deux nations, ou deux peuples si vous voulez, sauf la France. En France, on a liquidé toutes les minorités culturelles nationales, des provinces jusqu'à... Donc en France, on a réglé ça avec aussi la force, mais la France n'est pas un pays multinational ni binational comme l'Espagne, l'Angleterre, les Belges, les Suisses, etc. Donc, je dis comme ça. Non, aujourd'hui, Alors, on a un vous avez point raison, terrible. et c'est important de le. Ça, c'est une lueur d'espoir. Tous les conflits, même les plus tragiques, les plus sanglants de l'histoire, finissent par arriver à un moment donné à une forme de résolution. Voilà, tous, tous. Sauf que là, euh, État binational, vous dites vous-même que c'est quand même très très difficile à envisager. La solution à deux États qui est encore prônée hypocritement Je voulais vous dire, au niveau international, tout le monde, enfin, on voit très bien en tout cas que le pouvoir israélien actuel n'en veut absolument pas et qu'il a même tout fait jusqu'à financer le Hamas pour que ça n'arrive jamais. Donc, quel genre de compromis avec les Palestiniens serait à prôner aujourd'hui pour arriver à une coexistence et pour permettre à chacun de vivre tout simplement? je ne suis pas contre deux États. Toute ma vie, à partir de 68, comme j'étais un jeune gauchiste, j'ai été toujours pour deux États, jusqu'à il y a 2 ans. Maintenant, pour être honnête, à cause de l'autorité palestinienne aujourd'hui, le comportement politique de cette autorité, je suis très critique. C'est-à-dire le fait que Biden a dit que c'est deux États, et Macron aussi, 57 ans, on vit comme ça, on répète, on répète, on répète. Maintenant, vous savez que les dernières années, j'ai développé une autre vision sur le monde postcolonial. Plus critique, je suis toujours anticolonialiste, comme vous pouvez voir de mes propos, mais je suis beaucoup plus sceptique sur tout le monde postcolonial, parce que si les révoltes anticoloniales étaient justes, pas toujours toutes les violences, les FLN n'étaient pas très gentils, vous savez ça, et les Français non plus. Mais, si vous voulez, ils ont créé des régimes autoritaires partout. D'accord? Maintenant, un petit État palestinien avec un régime autoritaire. Mm. Je ne suis pas contre, mais je ne veux pas avoir des illusions. Je pense aujourd'hui, le point de départ de toutes mes pensées politiques est l'égalité entre les êtres humains. J'ai écrit un livre dernièrement sur l'histoire de la gauche. Je mets en exergue que les plus essentiels que la gauche a apporté dans le monde moderne, c'est les notions d'égalité. Donc, je me pose aujourd'hui la question, qu'est-ce qui peut amener plus d'égalité entre Israël et Palestiniens? Deux États, c'est-à-dire un petit État comme Bantoustan, si vous voulez, en Cisjordanie, avec une autorité antilibérale parce qu'il ne veut pas faire d'élections. Et l'autorité palestinienne ne veut pas faire d'élections, ils n'ont pas de majorité. Donc, va être créé avec les Saoudiens, les Américains. L'Israël ne veut pas. D'ailleurs, il y a bientôt 1 million de colons en Cisjordanie. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Gaza? Tout ça a un État. Pourquoi pas? Mais je ne crois pas. Pourquoi pas? Mais je ne crois pas. C'est la raison que j'ai avancé dans mon livre, à la suite vraiment de Martin Buber, de Hannah Arendt, que pour le destin des Israéliens au Proche-Orient,
Pour eux, ce sera mieux un État fédératif. Pour eux, pour leur sauvegarde. Parce qu'on voit aujourd'hui, Israël, qui a toutes les armes du monde, a une guerre en sud, a une guerre en nord, et il attend une guerre à l'est. C'est-à-dire révolte de Cisjordanie, parce qu'on tue là-bas chaque jour. Donc, s'il y aura un État palestinien, on cesse de cette tuerie de jeunesse palestinienne, tant mieux, d'accord? Pas de problème. Je suis pour deux États, mais je ne crois pas. Et surtout que dans les cartes politiques aujourd'hui israéliennes, d'ailleurs, je vais vous parler carte politique et de carte démographique. Carte politique, il n'y a presque pas de forces en Israël qui vont soutenir un État palestinien. Ça, c'est une chose. Si je pourrais vous envoyer le carte démocratique de la vraie vécu d'Israéliens et Palestiniens, c'est incroyable. Est-ce que, par exemple, vous, les gens que vous écoutent, savent qu'en Galilée israélien, la majorité des habitants sont des Arabes? Il y a 2 millions d'Arabes qui vivent en Israël, dans les frontières de 67. Et il y a bientôt 1 million, il y a 850 Israéliens qui s'est installés dans le Cisjordanie. Je ne crois pas qu'on va arracher les colons, que c'est possible, il n'y a aucune force. Et surtout, comme dernier mot, pour moi, le plus important, c'est le droit civique, politique des Palestiniens. Je voudrais un peu plus d'égalité entre Israéliens et Palestiniens. Et dans la vision, mon côté, comment dire, optimiste, je crois qu'un État binational peut assurer aux enfants palestiniens un avenir beaucoup mieux qu'un petit État palestinien avec une autorité antidémocratique, antilibérale. Oui, c'est dur. Oui, c'est presque impossible. Mais regardez tout l'exemple que j'ai donné et comme vous avez dit, insistez, tous ces conflits les plus terribles sont terminés avec des compromis. Pas l'amour, un compromis qui avançait plus d'égalité dans le monde. Voilà. J'ai été long un peu, hein, je m'excuse. Non, mais tout est très important. Pour revenir aux intentions du pouvoir israélien actuel, hein, au but de guerre de cette intervention interminable hein, qui a commencé déjà il y a 6 mois, vous savez qu'il y a un mot voilà, qui met le feu aux poudres, c'est celui de génocide, de plausibilité de génocide qui avait été lancé dans l'espace public par les militants et qui a été bon, bah, porté quand même hein, par la Cour internationale de justice à la demande de l'Afrique du Sud. Moi, j'ai cru comprendre, je me semble, que pour vous, ce mot n'était pas adapté à la situation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue? Oui, vous savez, je suis assez critique en face d'Israël qu'on ne veut pas m'accuser d'être sympa avec quelque chose. Il y a un massacre terrible de la part des armées israéliennes avec ses avions, ses chars, ses missiles, qui tuent massivement aussi une population civile, innocente. Mais on ne peut pas appeler une tuerie de masse de population civique comme génocide. Génocide était en Europe entre, comme je dis auparavant, entre juifs et tziganes. Un génocide était en Arménie. Un génocide était en Rwanda. C'est une volonté de liquider une population entière. Donc, c'est vrai qu'en Israël, il y a des courants que c'est la vraie volonté de liquider et se débarrasser des problèmes des peuples palestiniens. Plutôt de transférer les peuples palestiniens de la part de l'extrême droite israélienne. Maintenant, Israël peut être poussé à un génocide si la situation est bloquée. Et si on arrive à comprendre qu'il n'y a pas de solution qu'un compromis historique, qu'une reconnaissance des droits palestiniens. Donc, Israël peut arriver. Mais si on suit Rwanda, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Un génocide à Rwanda, on voit que c'est une dynamique différente.
Vous comprenez? Je dis que le génocide peut arriver, mais il ne faut pas jeter des mots qui ne sont pas encore adaptés ne sont pas adaptés aux situations. Non, Israël ne fait pas un génocide. Il fait un terrible massacre de masse innocents, ça oui. Et il peut devenir plus en plus méchant parce que Israël ne peut pas proposer aucune solution. Et d'ailleurs, pour liquider le Hamas, Israël est prêt de liquider une partie une grande partie de, mais ils auraient préféré de les pousser vers l'Égypte. Mm. Donc, j'hésite avec les mots parce que je suis historien. Comme on parle de génocide, immédiatement, je pense sur l'Arménie, les Juifs et les Tziganes, à Rwanda, les choses qui est passées au Rwanda. Je ne vais pas mentionner la part de la France, d'accord? Pour ne pas être méchant. Mais ça, c'était génocide. Donc, ça peut devenir génocide, mais il faut faire attention avec les mots, d'accord? Et on n'a pas un autre moyen. On n'a pas, il faut être exact. Et je connais des gens qui prononcent dans la rue qu'ils veulent liquider tous les Palestiniens. Oui, oui. Mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour, si on, comme vous disiez. Ça peut devenir. Donc, je n'étais pas d'accord avec les Hague, je n'étais pas d'accord avec les mots. Il ne faut pas courir trop en avant et contribuer à cette conflictualité sans solution. Non, non, je suis prudent. Il y a encore des autres choses que je suis prudent. Et d'ailleurs, je n'accepte pas les prudences face à Hamas. Et pour moi, Hamas, ce n'est pas un problème comme en France on a discuté. Est-ce que c'est un mouvement terroriste ou non? Non, c'est un mouvement dangereux qui ressemble à Taliban, pas à Daesh. Ils ne font pas des actes en Europe, en Amérique. Ils tuent des Israéliens, les Hamas. Et ce mouvement qui synthèse, un mouvement populaire malheureusement, qui fait une synthèse entre nationalisme et religion, comme les talibans. Et de là vient leur force. Donc je suis inquiète qu'il n'y a pas qu'une alternative pour Hamas. Et pourquoi je suis inquiète? Pas parce qu'ils ont commis des actes terribles. Leur programme politique m'inquiète plus. Ils parlent sur une Palestine sans connaître les droits d'identité israélienne au Proche-Orient. Vous comprenez, dans cet état. Ah, il dit, oui, Sans les Juifs, connaître, pardon, sans connaître, pardon. l'identité israélienne qui était créée par le processus colonisateur juif. Mais il y a un peuple israélien. Et vous pouvez me dire, je ne veux pas prononcer ça à la radio, un peuple shit, mais il existe un peuple méchant, mais il existe, il faut reconnaître qu'il existe. Et Hamas, il y a des courants chez les Palestiniens qui reconnaissent l'identité israélienne, qui cherchent un compromis avec l'identité israélienne, pas sur les bases sionistes. Hamas, non. Hamas, c'est comme les talibans, Mm. une organisation populaire nationaliste qui a gagné en Afghanistan. Ils ont gagné, vous savez ça. Ils ont battu les Russes, ils ont battu les Américains, et le Hamas n'était pas vaincu. Et je me demande, à cause qu'ils ont une base populaire sérieuse, ça m'inquiète beaucoup, mais pour le moment, il n'y a pas aucun mouvement chez les Palestiniens qui pu proposer. Ah, il y a ici et là des gens qui sont d'accord avec moi. Et bon, l'avenir va appartenir aux femmes palestiniennes, parce qu'il y a une contradiction terrible entre Hamas et des femmes. Mm. Vous m'avez demandé à propos d'espoir. Oui, les femmes palestiniennes vont changer Palestine. Et Parce que pour depuis des... elles sont, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'elles sont hostiles au Hamas et à son idéologie, assez largement. contradictions, les droits des femmes, une partie, c'est les droits palestiniens. Et à mon avis, d'ailleurs, je rencontre les femmes palestiniennes qui savent que le Hamas ne propose pas une égalité. Donc, un petit espoir est le réveil des femmes.
Et vous avez en France, je crois, une femme qui exprime cette nouvelle sensibilité, comment elle s'appelle? Rima Hassan. Oui, j'espère qu'il y aura beaucoup plus comme elle à Jérusalem. Et il y a, et il y a. Alors, Shlomo Sand, on parlait tout à l'heure, enfin, vous parliez de vos voisins et du risque qu'ils entendent cette conversation. Et enfin, vous parlez de votre mauvaise réputation sur place, hein, comme dit, pour parler comme Guy Debord. Je le disais en introduction de cette discussion, vos livres, notamment Comment le peuple juif fut inventé, mais aussi bien sûr Comment j'ai cessé d'être juif, ont suscité d'intenses polémiques dans le monde et notamment en France où cette question est particulièrement sensible, hein. Vous êtes un petit peu la bête noire, je le dis à ceux qui nous écoutent et qui ne vous ont pas encore lu, vous êtes la bête noire des BHL, des Finkielkraut et autres intellectuels médiatiques chez nous. Alors j'aimerais savoir, vous, à titre intime, personnel, comment est-ce que vous vivez les choses depuis une quinzaine d'années, depuis que vous êtes jeté dans l'arène comme ça. Le fait d'être vu, je vais reprendre vos mots exacts, hein, comme un traître rongé par la haine de soi, selon l'affreuse expression française. Bah, comment est-ce que vous vivez cette image que vous projetez auprès de certains de vos compatriotes, et pas que. Premièrement, je suis le dernier homme qui est soi-même. Le contraire, c'est ma femme qui m'accuse. Je n'ai pas, moi, du tout. Je n'ai pas une haine de soi. Et je ne suis pas fier de toutes les choses que je dis ou je fais. Mais non, je ne suis pas. Et à propos des livres, vous savez, j'étais un professeur d'histoire à l'Université de Tel Aviv pendant de longues années. J'ai écrit sur l'Europe, sur la France. Ma thèse de doctorat était sur la France. Et, et jusqu'à maintenant, je m'intéresse beaucoup à l'histoire française, mes références. Maintenant, comme j'ai reçu le full professorship, j'ai dit, moi, j'ai rien à perdre, sauf, comment dire, l'honneur. Vous savez, je ne serai pas invité à beaucoup de cérémonies, je veux pas savoir des prix, etc. Je savais tout ça. J'ai publié les livres. À ma grande surprise, c'est devenu un best-seller en Israël. Lequel? Comment le peuple juif fut inventé. Un best-seller en Israël pendant des semaines, des semaines. Immédiatement, les historiens officiels du judaïsme, du sionisme et d'Israël m'ont attaqué comme un traître, un grand traître, etc. Mais best-seller. Et après, le livre était traduit à 23 langues. Ah, franchement, bon, je suis fier à la fois et encore jusqu'à maintenant étonné. Comme les Coréens ont décidé, oui, j'ai été bouche bée. Mais qu'est-ce que fait les Coréens qui s'intéressent à la peuple juif, soi-disant peuple? Bon, chinois, j'ai compris. Japonais, j'ai compris. Mais coréen, en Europe, j'ai compris pourquoi les Hongrois, pourquoi les Suédois, tous ont traduit les livres. Mais j'étais surpris, je n'ai pas compris. Mais maintenant, mon livre est très savant, pas facile à lire, parce que mauvaise habitude des historiens, pas des journalistes. Et il y a beaucoup de détails qui je pourrais peut-être ne pas avancer, mais j'ai été obligé pour me défendre. Mettre en exergue l'idée qu'il n'y avait pas un peuple juif plus dans 2000 ans, c'est un mythe ou un bluff, comme vous voulez choisir. Mais vous savez qu'une des choses qui me fait partir pour écrire ce livre, sauf l'ambiance essentialiste, raciste, ethnocentrique sur Mm. les Juifs en Israël, sauf ça, était que j'ai découvert que les Juifs jamais n'étaient pas exilés de cette ère-là. Le grand exil qu'on parle des peuples juifs par les Romains n'a pas eu lieu. Maintenant, j'ai commencé à chercher. Bon, s'il y a un peuple juif, il était exilé par les Romains.
au premier siècle de notre siècle. Donc, j'ai commencé à chercher un livre sur l'exil. Il n'y a pas de peuple juif sans exil. Un livre n'était pas écrit par n'importe qui sur l'exil des peuples juifs. À ce moment-là, je savais que j'ai raison. Même que la position est radicale, j'ai compris que j'ai raison. Et un livre sur l'exil. Et à ce moment-là, j'ai démarré avec les livres, j'ai développé, j'ai découvert que le judaïsme, c'est une religion, la première religion monothéiste, qui a commencé, c'est-à-dire partir par conversion autour de Méditerranée, avant le christianisme. Et c'est la première version d'une religion qui convertit tout le monde. Le livre est étouffé avec beaucoup de notes, beaucoup de références. Et pour montrer qu'il n'y avait pas un peuple juif. Vous savez que dans le Moyen Âge, on appelait un peuple chrétien, on utilisait le terme peuple chrétien sans problème. Et j'ai compris que dans le Xe siècle, il y avait cette transformation d'une religion vers un peuple et après une nation. Mm. C'est l'antisémite qu'on commence avec l'idée Mm. que le peuple juif est venu, sémite, est venu du Proche-Orient, entrer dans le corps chrétien pour les détruire dedans. L'antisémitisme a pris cette idée et a créé. Et immédiatement après, le sionisme, comme une réponse, a complété cette vision qu'il y a un peuple juif qui sont venus du Proche-Orient pour nous énerver en Europe. Et c'est arrivé jusqu'à la Shoah, si vous voulez. Il y a un lien jusqu'à la Shoah. Et d'ailleurs, la France était à certaine époque, à la fin du 19e siècle, très antisémite. Même plus, à la fin du 10e siècle, même plus que Mm. l'Allemagne. Mm. Que l'Allemagne. Et, et donc, j'ai commencé à développer plus en plus. J'ai publié les livres. C'était un choc pour beaucoup de gens. Jusqu'à maintenant, je reçois des lettres encore. Mm. Surtout les derniers événements après le 7 octobre a fait que beaucoup ont décidé d'acheter des livres sur la ligne en physique et ils me voient des questions, vous savez, des réflexions. Et beaucoup entre eux sont d'origine juive comme moi. Donc je dis, je ne suis pas juif parce que je suis israélien, parce que pour moi, un peuple, pas une façon scientifique. Peuple, c'est population qui parle les mêmes langues, qui ont plus ou moins les mêmes cultures, d'accord, qui habitent plus ou moins ensemble, d'accord. Mais ce n'est pas le cas des Juifs, ce n'a jamais été le cas des Juifs. Par contre, l'Israélien, oui, le sionisme a créé ici un peuple, vous comprenez, avec les langues, cultures, sentiments profonds d'identité, profonds, mais toujours avec un problème, juif ou pas juif. Moi, je cessais avec cette livre, comment on inventait, j'ai compris comment j'ai détruit un concept essentialiste qui était la base aussi de l'antisémitisme Mm. historique. Et une partie des gens pensent qu'ils sont en race supérieure. Premièrement, l'idée qu'ils sont peuple-race. Pour moi, c'est une maladie, comme c'était en Allemagne autrefois. C'est une maladie dangereuse. Donc, c'est l'idée la plus scandaleuse, l'idée profonde que c'est une peuple-race. L'antisémitisme a gagné chez nous. Vous comprenez? C'est le pire des choses. Deuxième chose, la vision sur l'autre qui vit à côté de nous. La vision des Arabes comme inférieurs. Vous savez, je n'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, mais plus en plus que j'ai vieilli, et je m'approche à la porte de sortie, comme on dit en français. Vous savez que j'étais un ami de Mahmoud Darwish, Oui. le grand poète palestinien. On était des amis à la fin des années 60.
Et après la guerre de 67, que je suis venu de Jérusalem, je me sentis très mal parce que j'ai tiré dans cette guerre. Je suis arrivé chez lui à Haïfa. Je voulais être un poète. Heureusement que je l'ai raconté, que j'ai compris que jamais je ne serais pas un grand poète. Les rencontres avec Mahmoud Darwish m'a fait clair que je ne serais pas un grand poète dans ma vie. Et lui, il a écrit un poème sur moi, très connu. D'ailleurs, on chante ça. Il y a un film à propos de ce poème. Il Est-ce que s'appelle vous avez... comment, ce poème? Il C'est s'appelle. traduit aussi en français à toutes les langues. Et les soldats rêvent sous les lilas blancs. C'est le titre en français, je crois. Soldats rêvent. Et la question était comme ça pour moi. Je voulais quitter Israël déjà à la fin de 67. Mon père m'a poussé. Il a dit, il n'y a pas un vrai avenir ici, c'est dangereux pour vous. Parce que en revenant de la guerre de 67, il a blanchi complètement, comme j'étais à Jérusalem. Donc Mahmoud Darwish m'a convaincu de rester. Avec Mais quel, faire quelque chose. avec quel argument, Pardon? quels étaient ses arguments pour rester? Qu'il faut lutter. On n'a pas un choix. Il est parti 3 ans après lui. Il était fatigué de vivre comme ça à Haïfa, avec toutes les arrêts et toutes les émerdons de la police israélienne. Mais chaque fois que je suis venu à Haïfa, j'ai dormi chez lui. Euh, on a bu ensemble beaucoup. Une petite anecdote. Comme les livres, comment le peuple juif fut inventé, les traducteurs arabes et enrayé, parce qu'en début du livre, je parle sur Mahmoud, le grand poète, sans dire Darwish. Et je dis qu'on a l'habitude de boire. C'est lui qui m'a appris à boire de arak. Arak. Vous savez que arak, c'est alcool oriental, et, comme le ouzou, comme le ouzou grec. C'est le même goût, presque le même goût. C'est lui qui m'a appris. Hein. Donc les traducteurs, et je dis ça dans le livre, le début de comment le peuple juif fut inventé, je dis que c'est lui qui m'a appris à boire. Donc les traducteurs a rayé cette phrase. Mes étudiants arabes m'ont dit, mais on a déformé les choses que tu as écrites sur Mahmoud. Et donc je téléphone à ce traducteur, il a parlé très bien hébreu, je dis, pourquoi tu as rayé les phrases qu'on a vues ensemble, Mahmoud et moi. Donc il dit, vous savez, pour vous, ça ne change pas grand-chose. Pour nous, c'est très important. On ne peut pas écrire que le plus grand poète était un buveur d'alcool, le traducteur. Donc je dis, si vous n'êtes pas cette phrase, je ne laisse pas vous traduire le livre. Il a remis les phrases. Quelle est le bottom line de cette histoire? Le fils de ce traducteur, qui était 12 ans en prison israélienne, comme ça il a pris l'hébreu, le fils était tué par un colon à Jérusalem 2 mois après notre conversation. Son fils, comme ça, un colon a tiré à Silouane, à Jérusalem, et son fils était tué. Pour terminer cette petite histoire. À toute façon, cet rapport avec Mahmoud, d'ailleurs, c'est lui qui a pris l'initiative de traduire les livres en arabe, c'est Mahmoud. Et vous pouvez demander à Laila Chaïd, elle connaît l'histoire, parce qu'au début, elle n'a pas cru que c'est moi les soldats. Donc, elle a demandé à Mahmoud, il a dit oui, c'est mon héros des poèmes. Donc, si vous avez contact, elle est à Paris, je crois, vous pouvez confirmer cette histoire. Bon, de toute façon, vous savez que cette rencontre avec lui et aussi avec des autres, j'ai grandi à Jaffa avec des Arabes, m'a fait que j'ai senti toujours en Israël coupable jusqu'à maintenant.
je continuais à vivre ici. J'ai revenu après 10 ans en France en faisant le maîtrise et doctorat. Je suis revenu quand j'ai été invité par l'université de Tel Aviv. Mais je vis ici, je suis israélien, mais je me sens coupable parce que je sais que je vis. Vous savez, le quartier maintenant, que c'est ici, ce quartier, était autrefois un village arabe, Mm. amical. D'ailleurs, l'université n'est pas loin d'ici, c'était l'université de la ville. Un village qui s'appelait Shahmoanes. Toute la terre de l'université, de mon appartement, était la terre de ce village arabe. Vous savez, à 48, je ne crois pas qu'il y avait des Palestiniens, il y avait des Arabes, peu importe. Dans le dernier livre, j'explique ça. Et maintenant, tous les gens ici, et mes voisins aussi, ne savent pas que cette terre était appartenue à un village amical qui ne voulait pas de conflit avec des nouveaux sionistes. À 48, ils étaient chassés entièrement. Vous savez, je m'approche à la porte de sortir. Et bon, je sais que je ne suis pas héros et que je n'ai pas les talents de Mahmoud Darwish. Mais le minimum, je crois le minimum, comme Israélien, un bon Israélien, j'ai fait avec mon livre, mes cours à l'université, et, et je continuais quand même. Je sais que je n'ai pas changé le monde comme je rêvais, comme j'étais jeune. Je sais. Mais beaucoup de gens sont pareils, euh, qui savent qu'aujourd'hui, on vit un monde très cruel, très dangereux, et il y a un recul des idées universalistes partout, même en France. Mais, comment dire, on n'a pas un choix, je crois. Je n'ai pas un choix. Ah oui, je voudrais maintenant écrire, j'ai promis à au seuil écrire un roman d'espionnage qui a un rapport avec le 7 octobre. Et parce que si je ne suis pas devenu poète, heureusement d'ailleurs, parce que je sais que j'étais une mauvaise poète, je ne suis pas un grand écrivain, je ne rêve pas être un grand écrivain, mais je crois qu'il y a un roman, j'ai écrit un roman policier, ouais, qui était traduit aussi en français. Et je voudrais parce que, et j'ai déjà un titre, vous êtes les premiers que je vais dévoiler les titres. C'est à propos d'un soldat israélien qui a averti Israël en juillet sous l'attaque d'octobre. C'est imaginaire. Mm. Les personnages existent, mais je ne veux pas les reconstituer. Donc, cette soldat était repoussée parce qu'elle est femme et aussi personne n'a pas pensé que Hamas est capable de faire une chose pareille. Je voudrais écrire un roman. J'ai commencé un peu sur cette soldat qui est rêvé sous le lilas blanc. Soldat qui est rêvé sous le lilas blanc. Et pourquoi ce titre? À cause des poèmes de Mahmoud, bien sûr, mais aussi parce que une des personnages dans la Deuxième Guerre mondiale en Union soviétique était Lily, une pilote. Après notre conversation, vous allez regarder l'Internet. Lily, Lila Blanc, elle s'appelait. C'était le plus fort pilote de l'armée soviétique qui a fait tomber 12 avions allemands. Elle a contribué beaucoup à sauver Stalingrad à 1942. Elle était tuée à la fin. Et on ne voulait pas le nommer héros de l'Union soviétique, sauf Gorbatchev a fait ça à la fin de sa vie. Donc Lily, pardon, Lily, non, oui, Lila Blanc. Vous allez regarder. Lila, je crois. Elle a écrit sur son avion, elle a dessiné les lilas blancs, les fleurs. Comme ça, les Allemands
On les cherchait, les lilas blancs. Donc, c'est rapport avec les poèmes. Donc, je vais essayer d'écrire un roman policier à propos des soldats qui arrivaient sous les lilas blancs. Soldats israéliens, d'ailleurs. Il y a des Israéliens différents. C'est la raison que je vous donnais toute cette longue interview très fatigante et très longue. Dernière question, Shlomo Sand. Vous savez qu'il y a beaucoup de répression aujourd'hui en France, hein, à l'égard des politiques et des intellectuels qui, voilà, qui ont pris parti pour les Palestiniens, qui ont réagi parfois de façon imprudente ou parfois de façon totalement justifiée sur les événements hein, en cours à Gaza. Il y a des convocations pour apologie du terrorisme en nombre, hein. Il y a de nombreuses procédures qui ont été lancées dans le pays et qui sont d'ailleurs encouragées par le ministre de la Justice. Donc, je voulais votre regard là-dessus, bien sûr. Et puis, je voulais savoir aussi comment ça se passe en Israël pour les réfractaires, pour les gens qui ne participent pas à ce que vous décriviez dans votre première réponse tout à l'heure, l'union sacrée. À propos de la France, je suis fâché. Je suis fâché on affiche, on accuse des gens à cause qu'ils sont antisionistes, on l'accuse d'antisémitisme et on ouvre des procès. C'est terrible pour moi. Comme je dis tout à l'heure, pas tous les antisionistes sont très, très intelligents et se prononcent d'une façon claire. Et il y a beaucoup de choses que je n'accepte pas de la part de certaines critiques face à Israël. Mais pour moi, c'est scandaleux, les mettre en procès. Oui, c'est scandaleux. C'est-à-dire, je considère ma voix très importante pour éviter à la fois ces gens-là se prononcer de façon pas assez responsable face à l'agressivité d'Israël, c'est-à-dire on perd parfois des pédales, il y a des gens très émotionnels, et aussi les bagages de certains gens qui n'est pas des juifs, qui me dégoûtent beaucoup d'ailleurs, me dégoûtent beaucoup. Mais je suis contre cette, comment dire, cette sorte de mécartisme à la con qui se déroule maintenant en France. Et vraiment, que, bon, Macron est le premier responsable qu'il a identifié antisionisme avec antisémitisme. Hmm. C'est Macron qui a dit ça. Il y a 1 an, 2 ans, je ne me souviens pas. Et c'est continué aujourd'hui, cette pêle-mêle à propos, vous savez, comme il a déclaré ça, Macron, j'étais bouche bée. Parce qu'il y a 100 ans, la plupart des juifs étaient antisionistes. Je parle sous les grands rabbins. À la fin du 19e siècle, la plupart des juifs étaient antisionistes. Parce qu'ils ont pensé que le sionisme, c'est comme une révolte contre Dieu. Ils ont pensé que les sionistes vont empêcher les Géoula, non, j'ai oublié les mots. Peu importe. La plupart des Juifs étaient... Et aujourd'hui aussi, il y a des grands groupes à New York et même à Jérusalem qui sont antisionistes. Comment votre président a défini antisionisme comme antisémitisme? C'est inadmissible pour moi. Mais la situation ici est plus grave. Vous savez que j'ai une copine à l'université qui est une professeure de philosophie qui a écrit euh, un article de deuil pour un Palestinien qui est mort en prison. Il était membre autrefois des Front populaires. Il a participé à kidnapper des soldats israéliens. Il a reçu une prison à vie. Dans la prison, on a changé ses avis. Il a décidé que la lutte non armée est plus importante. Et Walid Daka, il s'appelle Daka. Elle a écrit un article sympathisant après sa mort. Il est mort en prison après 40 ans.
Et elle était attaquée par l'université, par tout le monde, de façon vraiment incroyable. S'il y a un peu de macartisme en France, il y a un macartisme aujourd'hui en Israël, c'est clair. Et aussi, il y a cette professeure de l'Université hébraïque de Jérusalem, d'origine arménienne et palestinienne, qui a dit qu'on a exagéré pour le massacre de 7 octobre. Et on a exagéré sur beaucoup de journaux sur l'acte. Mm. Euh, Immédiatement, elle était licenciée et on l'a mis en prison. Ah oui. On l'a libérée immédiatement parce qu'il y avait des pressions mondiales aussi. Mais c'était un avertissement Mm. pour toutes les autres de fermer la bouche. Mm. Et pour terminer, je vais vous dévoiler quelque chose pour vous montrer l'ambiance. Jusqu'à le 7 octobre, moi, je publiais une fois par mois un article dans la Haaretz. Mhm. Haaretz, c'est un journal libéral comme Le Monde, avec sa force et ses faiblesses. Ils ont accepté pendant, ça fait 2, 3 ans que chaque mois, presque chaque mois, je publie un article. Après le 7 octobre, une semaine après, j'ai écrit un article, je l'ai envoyé, il ne voulait pas le publier. Une partie des choses que je vous avais dit sur le 7 octobre ont apparu déjà dans cet Mm. article pionnier. Bon, je l'ai publié en France, je crois dans le Mediapart, et c'était traduit en anglais. Si vous voulez, donc à partir de ce moment-là, j'ai essayé. Bon, aujourd'hui, si j'aurais envoyé aujourd'hui, l'article aurait été publié, Oui. je crois. C'était tôt peut-être. Même le courageux arrête, ça a eu peur. Exact. Mm. Mais ça m'a fait vider. Et aussi, je pensais que ça m'a donné l'illusion que je contribue à le changement, comme c'est pour le moment. Bon, il y a de bons articles qui sont publiés aujourd'hui, heureusement, dans la Haaretz, mais j'ai décidé pour le moment de ne pas écrire. Je n'ai pas écrit dans la Haaretz pour le moment. Ce n'est pas définitif, mais pas que j'étais vexé, j'ai compris la situation. Ah, d'ailleurs, j'étais enregistré les mêmes semaines, une semaine après, le podcast de Haaretz, un long podcast sur la gauche mondiale. Ils étaient sûrs que je vais être très critique face aux gauches français. Pourquoi? Parce que j'ai écrit un livre très critique sur la faiblesse des gauches aujourd'hui. Comme je vous avais dit, c'était publié par les découvertes. Donc, ils étaient sûrs, c'était publié aussi en hébreu, que je serais critique en face de cette malentendu de la gauche mondiale face à Israël. Israël, c'est les victimes éternelles. Comment on peut le critiquer? Profondeur, si vous voulez. L'ambiance est basée sur un sentiment profond. Nous étions des victimes, nous restons victimes pour toujours. Sa condition, la plupart. Ça veut dire pas. Cette semaine, ça a commencé. Une partie des familles, pas de kidnappés, une partie des familles que leurs enfants sont tués à Gaza, soldats israéliens, ont commencé à se révolter. Ah oui. C'est la première fois, il y a une semaine qui s'est commencé. Nous ne voulons pas comme ça. Une guerre de revanche, et c'est une guerre de revanche, sans fin. Donc, les premières voix commencent à surgir. Non, on ne peut pas sacrifier des soldats israéliens pour une guerre qui n'est pas vraiment un but. On ne peut pas opprimer complètement le peuple palestinien. Voilà. On suivra ça, bien sûr, avec attention. Merci infiniment, Shlomo Sand, pour ce long entretien très fort. C'est pas un mot, on est vraiment touché. Votre parole est rare. Je pense que voilà, ça contribuera
a éclairé beaucoup de gens chez nous. Je rappelle bien sûr le titre de vos livres pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, de creuser cette réflexion. Comment j'ai cessé d'être juif, ou bien sûr comment le peuple juif a été inventé, hein, votre livre de 2008, hein, qui sont faciles, vos livres sont faciles à se procurer. Prenez soin de vous. Je voudrais aussi vous remercier, m'écouter. Et s'il vous plaît, coupez, s'il vous plaît, toutes les bêtises que j'ai commises. Vraiment, s'il vous plaît. OK? Merci pour votre confiance. Et puis je vous dis à bientôt, à une prochaine fois sur l'antenne de QG. Bonne journée à vous Merci. À vous aussi. et bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent. Je rappelle que QG est un média à 100% indépendant, ce qui nous permet, comme ce soir, de faire entendre d'autres voix, de donner une autre vision de l'actualité. Je vous invite donc à nous découvrir et à nous soutenir sur qg.media. À très bientôt. Bonne soirée à tous.